19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot. Ravi de vous retrouver. Geoffroy Lejeune, bonsoir. Bonsoir Elliot. Plaisir de partager ce plateau un nouveau vendredi soir. On va commencer avec ces chiffres qui sont alarmants. Philippe de Villiers, depuis le 7 octobre, 887 actes antisémites ont été recensés en France. Plus de 6000 signalements sur la plateforme Pharos. Alors la semaine dernière, on a parlé du djihadisme d'atmosphère. Faudrait-il parler aujourd'hui d'antisémitisme d'atmosphère ? Un exemple, une jeune femme est allée ironiser sur les réseaux sociaux après les témoignages de secouristes israéliens qui auraient découvert le 7 octobre dans un four un bébé brûlé. Je dis aurait parce que les autorités israéliennes n'ont pas voulu rentrer dans ce débat. Est-ce que c'est une fausse information ? Est-ce que c'est une fake news ? Et donc ils n'ont pas communiqué. Et l'idée des autorités, c'est de dire on ne communique pas au cas par cas quand les témoignages sont absolument horribles. Et là, on parlerait donc d'un bébé qui a été brûlé vif dans un four. Regardez ce message qui a été balancé sur les réseaux sociaux, permettez-moi l'expression. Et je signale que le ministère de l'Intérieur a été alerté, a directement transmis cette alerte à la justice au titre de l'article 40. Et je précise aux téléspectateurs que c'est un signalement de manière impérative et avec l'absence de contrôle d'opportunité de l'agent public sur les faits constitutifs d'un crime ou d'un délit. On regarde cette séquence. Moi, il y a une chose qui me turlupine. Je vais vous donner le fond de ma pensée, sans filtre. À chaque fois que je tombe sur l'histoire du bébé qui a été mis dans le four, je me pose la question de s'ils ont mis du sel, du poivre, s'ils ont mis du thym, ils l'ont fait revenir à quoi, et ça a été quoi l'accompagnement ? Vous posez pas la question, vous ? Ce qui est terrifiant, Philippe de Villiers, c'est que depuis maintenant 3 semaines, circule sur les réseaux sociaux ce type de message, où il n'y a absolument plus aucune limite. C'est très grave, parce que le geste de mettre un enfant dans un four a, pour tout un peuple et pour toute l'humanité, un sens précis. C'est un rappel, four crématoire, et c'est une projection. Il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus de prospérité pour le peuple israélien. C'est ça que ça veut dire. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que ce geste n'est pas isolé. Il faut le relier au TAG à Strasbourg, il faut le relier à ce qui s'est passé dans le métro, etc. Je ne sais pas si on va en parler. En tout cas, il y a un anti-occidentalisme d'atmosphère, si vous me permettez ce néologisme, qui vient se greffer sur l'antisémitisme d'atmosphère, qui vient se greffer sur le djihadisme d'atmosphère. Ça fait beaucoup. Vous parliez justement de cette séquence des chants qui ont été scandés dans le métro parisien. Ça s'est passé cette semaine. Vous voyez, parce que là, on n'est plus sur les réseaux sociaux. On est dans le quotidien, on est dans le réel. Nique les juifs et nique la merde. Nique les juifs et nique la merde. Vive la Palestine, ouais ouais. Vive la Palestine, ouais ouais. Nique les juifs et les grands-mères. Nique les juifs et les grands-mères. On est des nazis, on est fiers. J'ai une question à vous poser, mais d'abord juste le commentaire de la séquence, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? On est des nazis, on est fiers ? Alors ce que ça m'inspire, c'est que tous ces jeunes déracinés, qui n'ont rien reçu et qui sont hors sol, en fait, ils se ressentent dans un triple lien. Ils se ressentent comme des co-religionnaires des islamistes du Hamas. Co-religionnaires. L'étymologie du mot religion, c'est relier. Donc ils se ressentent d'une autre civilisation, d'une autre religion. Ensuite, ils se ressentent comme des prolétaires messianiques, et il y a des gens qui le leur disent, en banlieue. C'est le nouveau prolétariat messianique, donc c'est exaltant pour eux. Faire la prochaine révolution, le prochain grand soir, c'est eux. Et enfin, ce sont les porte-étendards de ce qu'on appelle maintenant le mouvement décolonial, c'est-à-dire qui vise Israël, État
État colonial et qui vise la France, État colonial. C'est-à-dire l'idée qu'il faut en finir avec toutes les dominations. Voilà ce qui circule dans tous nos quartiers avec l'islamo-gauchisme qui est à la jonction du wokistan et de l'islamistan. Et ma question précisément, elle était sur l'âge de ces gens, parce que la jeune femme qu'on a vue est très jeune. Là, on reconnaît à la voix, parce que les auteurs pour l'instant ont été identifiés mais pas interpellés, donc on ne connaît pas encore leur profil, mais on reconnaît à la voix qu'ils n'ont pas 25 ans, quoi. Ça m'a fait penser, vous savez, à ces enquêtes d'opinion qui avaient été faites il y a quelques années par la Fondation Jean Jaurès, je crois, et par l'Institut IFOP, qui disait que c'était parmi les plus jeunes générations de musulmans que la hiérarchie entre l'islam et les lois de la République était la plus troublée. Il y a aussi le cas des émeutes du mois de juillet où on sait qu'ils étaient très jeunes. Quel avenir on prépare avec une génération qui pense ça aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'on peut les sauver encore? Donc on peut se sauver d'eux en fait? En vous écoutant et en repensant à la vidéo, je me disais, mais où sont les profs? En 1986, quand j'étais secrétaire d'État à la Culture, j'avais reçu Alain Finkielkraut qui venait de commettre un livre qui s'appelait le face-à-face du fanatique et du zombie. Et il disait, les cancres d'aujourd'hui seront les profs de demain. Donc, est-ce qu'on ose leur dire, voilà, vous êtes en France, voilà ce que c'est qu'Israël, voilà ce que c'est que le monde qui nous entoure, voilà ce que c'est que l'islamisme, et voilà pourquoi il faut que vous aimiez votre pays. Et qu'est-ce que c'est l'Occident? D'où ça vient? Voilà. Or, si on leur dit rien, alors ils vont devenir des terroristes virtuels. Et déjà, la première forme du terrorisme, c'est la détestation. Prendre son pays, là où on vit, en haine. Cette haine du pays qui les a accueillis, c'est une haine mortelle et mortifère. Philippe de Villiers, vous interpellez ce soir les professeurs, mais Les parents aussi. le propre d'un professeur, c'est d'enseigner, d'instruire. Le propre du parent, c'est d'éduquer. Oui, mais là, il y a une question culturelle, il y a une question d'éducation, il y a une question de mœurs également. Oui, alors vous avez tout à fait raison, mais je pensais à un sondage qui a été fait par l'Institut Montaigne, et selon ce sondage qui m'a beaucoup frappé, 56% des élèves, ces élèves-là, mettent la charia au-dessus de notre loi, de notre civilisation. Mmh. Donc il y a un travail à faire, un travail de francisation, si vous me passez l'expression, et un travail de civilisation. Alors ce travail, bien sûr, transmettre, c'est l'école, éduquer, c'est la famille. Mais moi je pense que si on n'arrête pas le flux, on ne pourra pas gérer le stock, si vous me passez l'expression. En d'autres termes, si on veut vraiment franciser ceux qui sont en France, il faut tout de suite arrêter les flux. Peut-être qu'on en parlera, mais on parlera de la question migratoire. Avec 500 000 entrées par an, vous ne pouvez rien faire à cause du nombre. Ces messages de haine décomplexés se cachent parfois derrière une volonté de faire de l'humour, parfois un humour raté. Et vous avez dans l'humour, et chez certains humoristes, des cibles privilégiées. On va s'arrêter un instant sur Guillaume Meurice, qui depuis dimanche d'ailleurs n'a pas présenté une seule fois ses excuses, n'est pas revenu une seule seconde sur ses propos. Je rappelle que lors d'une chronique sur France Inter, voilà ce qu'il disait. Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. En ce moment, le déguisement Netanyahou marche pas mal. C'est une sorte de nazi, sans prépuce. Malaise du côté de France Inter, mais pour l'instant, aucune sanction pour Guillaume Meurice. Jérémy Patrier-Létus est député Horizon, il est membre du conseil d'administration de Radio France et ce matin, il était l'invité de Pascal Praud et il demande des sanctions en sachant que la PDG de Radio France, Sybille Veil, a pu s'entretenir ou devrait s'entretenir avec Guillaume Meurice. Écoutez. Moi, j'ai demandé des sanctions parce qu'aujourd'hui, Guillaume Meurice, c'est pas un humoriste, c'est un militant politique. Je m'explique en 2 mots. Regardez sa page, son compte Twitter. C'est un compte professionnel. Le logo de France Inter, donc l'image de France Inter. Il se présente comme chroniqueur de France Inter et toute la journée, à longueur de journée, il tweet des opinions politiques. Il compare l'État d'Israël à un État fasciste. On ne peut pas, et j'ai dit à Sybille Veil, je l'ai encore dit hier, elle ne peut pas cautionner des pseudo-chroniqueurs et humoristes qui se cachent derrière l'humour pour avoir une tribune politique. Ce n'est pas ça le service public. Je suis de nature optimiste. Je l'ai eu au téléphone hier. Qui ?
d'un PDG de Radio France. Madame Veil, vous l'avez eu au téléphone? Oui, bien sûr, je suis administrateur, mais je suis un administrateur de Radio France. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit, et je vous le dis, je ne suis pas là pour parler pour elle, qu'elle pouvait prendre, le cas échéant, des sanctions disciplinaires, que c'était dans son pouvoir et qu'elle allait le recevoir pour un entretien. Quel regard vous portez sur l'affaire Guillaume Meurice, Philippe de Villiers? D'abord, il faut féliciter ce député. Il est courageux. Il est à contre-courant. Il y va. Voilà. Guillaume Meurice, je repense à Desproges. Guillaume Meurice est à Desproges ce que Mathilde Panot est à Marguerite Yourcenar. C'est-à-dire qu'en fait, l'humour est pour lui un pavillon de complaisance pour son militantisme révolutionnaire. Derrière, il y a France Inter. France Inter, c'est l'abus de bien, en quelque sorte, par rapport aux Français. C'est le détournement le détournement du droit, le détournement d'antenne, le détournement de nos impôts. Si vous voulez, la métaphore qui me vient à l'esprit, c'est que vous commandez des sushis. Je m'adapte aux bourgeois mondialistes parisiens. Bon. Vous commandez des sushis, le gars arrive avec son scooter, il est ponctuel, il vous livre les sushis et vous vous apercevez, quand vous les avez mangés, que c'était de la ciguë. Mais entre-temps, il vous a laissé la facture, il faut payer le scooter. Voilà. En d'autres termes, cet humour n'est pas de l'humour, c'est du militantisme et qui mérite évidemment une sanction et qui mérite qu'on pose le problème d'ensemble du service public. À quoi sert le service public? Ça coûte 2 milliards 900 millions à tous les Français contribuables. Et au nom de ce service public, on est nostalgique de Fernand Reynaud, de tous ces comiques qui étaient des vrais comiques et qui faisaient réfléchir depuis Molière sur les dérèglements de la société. Justement sur le service public, moi ce qui m'a frappé, c'est en effet les réponses, vous avez dû lire les réponses de la patronne de Radio France, de la patronne de l'émission dans laquelle cette chronique a été faite, qui sont très alambiquées, mais qui en effet se gardent la possibilité de ne jamais sanctionner Guillaume Meurice. Alors moi je suis pas un fanatique des sanctions, mais pour avoir été par le passé sanctionné dans des entreprises privées pour ce type de polémique, je suis bien placé pour dire que le privé prend ses responsabilités, ou parfois à tort d'ailleurs, mais qu'il y a des sanctions qui tombent très rapidement. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette espèce de climat d'impunité en réalité? Alors en effet c'est avec nos impôts bien sûr, mais ce climat d'impunité où finalement on va protéger ce qui était impossible à protéger, l'impunité dont jouissent en fait les gens qui font des blagues dans ce sens-là, parce que dans l'autre sens on sait que ça peut coûter très cher. Ah ben c'est normal, c'est le camp du bien. Mais ce que ça m'inspire là en vous écoutant, je pense, vous savez, le homejacking. C'est du homejacking. Les gens, ils arrivent chez vous, France Inter, ils vous imposent de l'humour, il y a marqué humour, donc vous devez rire. Et si vous ne riez pas, tant pis pour vous. Mais il n'est pas question de s'excuser. C'est le homejacking. Vous avez dit il faut saluer... le homejacking médiatique. Le homejacking médiatique. Vous avez dit il faut saluer la position de ce membre du conseil d'administration, ce député Horizon, qui souhaite des sanctions contre Guillaume Meurice. Force est de constater qu'il y a une personne qui aujourd'hui reste silencieuse. C'est un silence assourdissant. C'est Rima Abdul-Malak, la ministre de la Culture. Est-ce que vous êtes surpris qu'aujourd'hui, Rima Abdul-Malak ne prenne pas position ou ne condamne pas les propos de Guillaume Meurice ? Qui est par ailleurs la première à prendre position sur des chaînes privées. Ici, on en a été victime, et vous le savez très bien, on en a déjà parlé. Alors, elle souffre de ce qu'on appelle à l'armée des mouvements ataxiques. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle est dans son champ d'attribution, elle n'intervient pas, en l'occurrence, l'AFP, France Inter. Et quand elle n'est pas dans son champ d'attribution et que la question qu'elle va poser relève de l'ARCOM, dont on respecte la fonction arbitrale, créée pour ça, alors elle intervient. Ça s'appelle mouvement ataxique. Gauche, droite, gauche, droite. Voilà. Et quand je la vois, quand je l'écoute, je me dis... C'est la réincarnation de Pape Ndiaye. À la culture, cette fois-ci. Voilà, il est revenu.
Autre sujet cette semaine, et on reste sur cet antisémitisme d'atmosphère, à savoir quelle réponse la justice doit apporter à l'apologie du terrorisme, par exemple. En France, l'imam de Beaucaire a été condamné pour apologie du terrorisme à 8 mois de prison avec sursis. Il est ressorti libre hier. Le parquet de Nîmes a décidé, on l'a appris ce matin, de faire appel. Il a par ailleurs été condamné à une interdiction d'exercer la fonction d'imam pendant 1 an. Il a également écopé d'une peine d'1 an d'inéligibilité et d'une inscription au FNAIT, le fichier national des auteurs d'infractions terroristes. On va écouter l'avocate qui était partie civile, représentante de l'organisation juive européenne et qui était présente à ce procès. Ce qu'on peut en retenir, c'est d'abord que le tribunal a retenu la culpabilité de cet imam. Alors, c'est important dans la mesure où les arguments de la défense consistaient à faire à ce qu'il se défausse complètement de sa responsabilité. Il a expliqué qu'il avait d'abord fait une erreur de frappe, ensuite qu'il avait mal lu le hadith en question, et puis ensuite qu'il l'avait mal compris, qu'il ne le maîtrisait pas. La peine d'emprisonnement avec sursis, c'est une peine d'avertissement judiciaire. C'est une bonne chose à mon sens, mais surtout, la véritable sanction, c'est l'interdiction d'exercer sa profession. Parce que c'était là, à mon sens, le véritable danger. On peut estimer que peut-être que cette interdiction n'est pas une durée, en tout cas qu'on peut estimer satisfaisante. Que le parquet fasse appel, ça me surprend pas dans la mesure où les réquisitions étaient plus élevées que la peine prononcée par le tribunal. Le parquet avait requis 8 mois d'emprisonnement, mais avec un maintien en détention. Donc cette personne était placée en détention provisoire dans l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel. Et le parquet avait requis un maintien en détention, mais n'a pas été suivi. En France, un imam condamné pour apologie du terrorisme ne fait pas une seule journée derrière les barreaux, Philippe de Villiers. Alors, d'abord, il n'y a plus les instructions du parquet en France, depuis Mme Belloubet, je crois. Donc, en fait, Dupond-Moretti ne peut rien faire. En d'autres temps, les instructions du parquet seraient tombées. Et la punition aurait été haute, je pense. Alors, en fait, il y a 2 questions. Si on va au fond des choses et qu'on ne reste pas en surface. Premièrement, il est franco-marocain. Donc, dehors. Alors ça implique une déchéance de nationalité. Comment ? Ça implique une déchéance de nationalité. Absolument. Qui est dans les faits quasiment impossible à mettre en œuvre. Ah ben, écoutez, si c'est impossible, il faut changer la loi. Ouais, il faut que cet imam soit raccompagné chez lui. Et pourquoi je vous dis ça ? Vous ne vous souvenez pas qu'il y a quelque temps, M. Darmanin avait dit, et Emmanuel Macron, après l'assassinat de Samuel Paty, dans le cadre de la loi séparatiste, du débat de la loi séparatiste, il a dit tous les imams étrangers seront priés de rentrer chez eux. Mmh. Là, on est dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? Pas vraiment, puisqu'il est pour l'instant c'est même pas pour l'instant, c'est qu'il est franco-marocain. Mais, donc, on l'accompagne chez lui. Quand on a la double nationalité, voilà, on fait un choix. Si c'est pour dire en France qu'on veut tuer les Juifs, dans ce cas-là, on repart au Maroc. Bon. Je vous signale que Hassan II, quand je l'ai rencontré en juin 1992, m'avait dit vous n'arriverez jamais à assimiler les Marocains parce que ils ne le veulent pas et le commandeur des croyants, c'est moi. Bon. Ah, mais il y a une deuxième question qui est, à mon avis, plus importante, qui est prémonitoire. C'est qu'il a lu un hadith. Mmh. Et donc les juges, en fait, à Beaucaire, dans une ville d'immigration, se sont dit, si on condamne pour un hadith, il faut quand même qu'on soit prudent. Moi voilà. Donc on est devant un problème. Là. Je voudrais vous lire le hadith en question parce qu'en effet ça pose une question qui est vertigineuse, qui est très intéressante. Le hadith c'est vous combattrez les juifs et aurez le dessus sur eux, de sorte que la pierre dira aux musulmans, voici un juif caché derrière moi, viens le tuer. Je précise qu'il dit avoir mal interprété ou mal compris ce hadith-là. Sauf que justement, moi j'ai lu un peu la défense au tribunal. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne parle pas de l'interprétation, on parle du fait d'avoir recopié ce hadith. Le hadith, c'est un des textes de l'islam, ça fait partie des corpus, des choses qui sont non négociables, et ça dit en fait ce que l'islam dit de la situation. Alors ils se contredisent, etc. Mais ça, c'est pas le sujet. Il
il a repris celui-là. C'est un vrai imam, il fait son boulot d'imam et il a une lecture rigoriste du Coran. Moi j'ai une question, Philippe, mais vraiment je pense que ça va être un sujet qui va monter. Vous faites partie de ceux qui ont expliqué, vous l'avez écrit dans votre livre Les cloches sonneront-elles encore demain, que l'islam, pas les musulmans, l'islam est incompatible si on l'applique tel quel, si on prend tous les textes, tout le corpus de l'islam, est incompatible avec la France. Et en fait, qu'a fait le tribunal? Même si on est tous d'accord pour dire que la sanction est très faible, le tribunal a sanctionné un hadith en réalité, puisque ce qui était reproché, c'était la reproduction du hadith en question. Est-ce que finalement, on n'est pas devant un cas où je pense qu'on s'en sortira pas en réalité? Un tribunal français vient de condamner un des textes de l'islam. Est-ce que c'est pas la démonstration du fait que vous aviez raison quand vous disiez que l'islam, s'il est appliqué intégralement, est incompatible avec la France? J'avais fait une différence de principe. Islam musulman, ça je sais. Ben oui. Mais je l'ai dit dès le début. C'est-à-dire qu'en fait, l'islam est incompatible avec notre civilisation. C'est une autre civilisation qui a sa logique, sa cohérence. Je ne la juge pas. Les musulmans, c'est très différent. Les musulmans, il y a des musulmans qu'on appelle modérés, qui sont des lecteurs distraits du Coran et qui se prennent à aimer la France. Et j'en connais dans cette maison. Bien sûr, bien sûr. Et qui donnent qui sont des modèles de francité, si vous me passez l'expression, et qui me touchent, moi. Voilà. Et donc, en fait, parfois, je rencontre, moi, des musulmans qui me donnent des leçons, en fait. Des leçons d'amour de la France. Donc, ne généralisons pas. Simplement, ça suppose un effort pour quelqu'un qui est musulman. Et cet effort consiste à prendre de la distance par rapport à une lecture rigoriste. Voilà. Cet imam, il a pris peu de distance, et ensuite, lorsqu'il y a eu le procès, il s'est rattrapé en disant « mais j'ai mal lu ». Et je précise que ces musulmans dont vous parlez font souvent, très souvent, et en grande majorité, la différence entre l'islam et l'islamisme. Oui. C'est comme ça qu'ils changent complètement la donne sur cette question, et c'est pour ça qu'on fait régulièrement, et à juste titre, la différence entre l'islamisme et l'islam. À tel point d'ailleurs qu'on a un sondage, il nous reste quelques minutes avant la publicité, sur l'islamisme. Est-ce que c'est une menace? Que l'islamisme, c'est un islam rigoriste, originel qui est conquérant. Vous l'avez dit, rigoriste. Vous l'avez dit. Dans l'islam conquérant, nous, on a vocation à devenir des dhimmis. C'est ce que c'est qu'un dhimmi. C'est une demi-portion, c'est un demi-citoyen. Demandez aux Coptes, demandez à Jean Messia, là, qui est copte, ce qu'il est arrivé. Les Coptes, ils sont tous partis d'Égypte. Les chrétiens d'Orient, ils sont tous partis d'Orient. Les chrétiens de Turquie, il n'y en a plus, parce que c'était des dhimmis. Oui. Et la situation de dhimitude, il y en a un qui parle très bien de tout ça, c'est Georges Bensoussan, et une autre qui parle très bien de tout ça, c'est Florence Bergeau-Blacker. Je la cite souvent, mais il faut revenir à la lecture de gens qui ont dit avant tout le monde ce qui était en train de se passer. Georges Bensoussan, en 2002, il avait tout dit de ce qui était en train de se passer. Il avait parlé du statut de la dhimitude. On viendra justement à ce sondage juste après la publicité, puisqu'on s'est posé la question, l'islamisme est-elle une menace pour la France? Constitue-t-il une menace pour la France? Et vous verrez, c'est très intéressant de voir la position des Français. Et à l'intérieur, on a creusé un petit peu plus pour voir ce que pensaient les sympathisants de la France insoumise. Je vous laisse découvrir les chiffres juste après la publicité. 9h30 sur CNews, la suite de Face à Philippe de Villiers avec Philippe de Villiers bien sûr et Geoffroy Lejeune. On parlait de ce sondage CSA pour CNews. À la question, l'islamisme constitue-t-il une menace pour la France? Découvrons les résultats. 78% répondent oui, quant à 22% répondent non. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller dans le fond des choses. 54% des partisans de la France insoumise ne voient pas l'islamisme comme une menace pour la France. Comment vous le décodez? Ça m'inquiète, en fait. Alors, d'un côté, je me dis, il y a quand même maintenant 80% des Français qui ont compris que l'islamisme était incompatible avec notre civilisation et que c'était une conquête. Les gens comprennent, il suffit d'aller dans les banlieues. On sait ce que c'est que la conquête, y compris les tags. Ça, c'est le point positif. Mais le point négatif, c'est qu'il y a 22% de Français qui sont encore derrière... Mélenchon, le chef de la 5e colonne. À tel point que dans la France insoumise, on considère en majorité que l'islamisme
ne constitue pas une menace pour la France. Voilà, parce qu'en fait, l'islamo-gauchisme, c'est l'antisionisme des islamistes, 2, l'antisémitisme de la vieille gauche recyclée, le juif plutocrate, etc. Jaurès, Voltaire, toute la gauche était antisémite. C'est la gauche qui a été le plus antisémite, plus que la droite encore, historiquement. Marx était antisémite. Et puis, troisièmement, l'anti-occidentalisme, le décolonialisme, du wokisme. Voilà. Et tout ça, ça fait une idéologie. Vous savez, ça me rappelle un mot de Jacques Julliard qui disait « Moi, j'ai connu dans ma vie 3 glaciations intellectuelles et politiques. Le stalinisme, le maoïsme et maintenant l'islamo-wokisme. » Il a dit ça avant de mourir. C'est très juste. Ce midi, Le Monde avait les yeux rivés, et on va parler de géopolitique à présent, sur le Liban et la prise de parole du chef du Hezbollah, Philippe de Villiers, Hassan Nasrallah. Première prise de parole depuis le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas en Israël. Si pour l'heure le Hezbollah n'entre pas dans le conflit, ces menaces, elles sont claires et les perspectives d'une guerre totale est jugée réaliste par Hassan Nasrallah. Il va encore plus loin. L'Amérique est entièrement responsable de la guerre en cours à Gaza et Israël n'est qu'un instrument. Et enfin, cette dernière déclaration, à tous les égards, il n'y a pas de guerre plus sainte que cette guerre contre les sionistes. On reviendra sur la guerre de religion dans un instant, mais la perspective d'une guerre totale est réaliste. Alors, si on veut prendre la bonne perspective par rapport à ce que le chef du Hezbollah a dit cet après-midi, il faut d'abord regarder l'Iran. Le Hezbollah, c'est une milice de l'Iran. C'est l'Iran qui commande. C'est l'Iran qui a gagné pour l'instant. C'est l'Iran qui a commandé le Hamas. C'est l'Iran qui a fait en sorte que le Hamas soit à nouveau au premier plan. C'est l'Iran qui commande. C'est l'Iran qui commande le Hezbollah. Donc ça, c'est un premier stabilisateur. Et la deuxième stabilisateur, c'est les porte-avions américains qui font réfléchir l'Iran avant d'entrer en guerre. Et puis, il y a un troisième stabilisateur, c'est le Liban. Le Hezbollah n'est qu'un parti du Liban. La population du Liban ne veut pas la guerre. Donc, il faut être prudent. Ce qui fait peur, c'est quand les islamistes sunnites ou chiites utilisent le mot « guerre sainte », en général, c'est jamais un discours. Et on y vient, puisque samedi dernier, Recep Tayyip Erdogan, président turc, a adressé un message devant des centaines de milliers de partisans à Istanbul, et il s'est présenté en défenseur de la cause palestinienne, ennemi d'Israël, réaffirmant que le Hamas n'était pas un groupe terroriste, mais surtout, il a sorti cette phrase « À l'Occident, que voulez-vous ? Le croissant contre la croix ». On l'écoute. À l'exception de quelques consciences qui ont élevé la voix et dont la voix n'est pas tolérée même chez elles, le massacre de Gaza est totalement l'œuvre de l'Occident. Et l'Occident, je vous interpelle. Avez-vous l'intention de relancer le conflit entre le croissant et les croisés ? Moi, ce qui m'a frappé dans cette déclaration, c'est qu'elle avait un écho chez nous en France. En fait, c'est que Erdogan a fait campagne parfois en Europe, que les Turcs, enfin les gens d'origine turque qui votent pour les élections présidentielles turques en France votent pour lui plutôt, et qu'en réalité, j'ai eu le sentiment, j'ai entendu aussi dans sa bouche des phrases qui avaient été prononcées par exemple par Daniel Obono sur le Hamas, qui était un mouvement de résistance. Est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, si guerre de civilisation il y a et si affrontement, si on se dirige réellement vers un affrontement, nous ne sommes pas très fragilisés par le fait d'avoir aujourd'hui des gens qui pensent comme une autre civilisation sur notre sol? Il y a une grande différence. Ils ont une avance considérable, c'est qu'ils connaissent l'histoire. Quand ils parlent de guerre sainte, quand ils parlent de la croix, le croissant. Et en fait, en écoutant cette phrase, et je réponds à votre question, je me disais 2 choses, 2 leçons de l'histoire. Dans le face-à-face entre la croix et le croissant. Première leçon, jamais la coexistence, la cohabitation géographique, quand elle s'est installée, a été pacifique entre la croix et le croissant.
la croisade, quand les chrétiens ont voulu aller libérer la route du pèlerinage pour aller au Saint-Sépulcre, ça s'est mal terminé. Ça s'est mal passé. Quand j'ai rencontré le Viktor Orban, il y a une chose qui m'a surpris tout de suite. Il m'a dit « Oui, vous n'avez aucun souvenir de l'islamisation. Nous, vous, c'est 732. Nous, c'est 1625 Moax. » J'ai dit « C'est quoi Moax ?» Il me dit « Ben voilà, à partir de Moax, on a été occupés. » Et la deuxième leçon, c'est que là où l'islam s'installe, il faut 7 siècles après, 7 siècles de guerre pour s'en libérer. 711 Tariq qui arrive à Tolède, 1492 Grenade. Voilà pour l'Espagne. Et de l'autre côté, l'Europe centrale et orientale, vous vous souvenez de Byron, Lord Byron, le poète anglais qui meurt à Missolonghi, c'était 1830. Or, la première bataille, c'est Manzikert, 1071, et on se souvient que la bataille du Kosovo, c'est 1389. Donc, en réalité, les Français, les Européens ont complètement perdu la mémoire. Lui, Erdogan, sait très bien ce qu'il dit. La croix, vous voulez une nouvelle pâtée, ça veut dire? Vous voulez une nouvelle pâtée? Parce qu'on vous l'a mise, la pâtée, on vous a occupé pendant 7 siècles, vous voulez qu'on recommence? Et c'est ça qui est en train de se produire. On va avancer un petit peu, mais au tout début de l'émission, lorsqu'on parlait du djihadisme d'atmosphère ou de l'antisémitisme d'atmosphère, vous avez dit il y a une règle, c'est aussi de contrôler nos frontières. C'est de régler les flux pour éviter qu'il y ait une submersion qui nous amène à cela. La loi immigration arrive enfin à l'Assemblée. Ce sera la 29e loi, j'ai regardé, depuis 1980. C'est dire. Il y a un sondage du Figaro très rapidement. Faut-il modifier la Constitution pour consulter les Français par référendum? Et donc, vous savez, cette fameuse primauté du droit français sur le droit européen. 70% des sondés sont favorables à cela. Est-ce que c'est la seule boussole, la protection des frontières? Est-ce qu'il y a un seul frein aujourd'hui? C'est l'Europe et Bruxelles. Alors non, il y a plusieurs freins. Il y a les associations qui aident les migrants irréguliers à rester chez nous. J'entends, mais le frein majeur, on va dire. Ah non, donc il y a les associations, il y a les médias, il y a les juges et il y a l'Europe. Sur l'Europe, c'est très simple. Il y a trois points de blocage. Il y a les cours suprêmes européennes qui nous empêchent de faire ce qu'on voudrait faire pour résoudre le problème. Il y a les directives, comme par exemple sur le regroupement familial. Les directives nous empêchent de faire ce qu'on devrait faire. Et enfin, il y a la jurisprudence, notamment la fameuse CEDH, qui est maintenant connue de tous les Français, la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, si on veut résoudre le problème, il faut faire ce que moi je demande depuis 1995, c'est-à-dire faire passer la loi française au-dessus de la loi européenne. 1995. Aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte qu'un simple règlement de l'Union européenne est juridiquement supérieur à la Constitution française? Vous voyez le niveau d'aliénation. La souveraineté est inaliénable. Vous voyez à quel point on l'a aliénée. Vous dites 95 ? Oui. Eh bien, j'ai retrouvé une séquence en 1995. Vous êtes sur le plateau de France Télévisions et vous êtes interrogé par plusieurs spécialistes, dont Thierry Sausset, qui est un spécialiste en communication. Et vous êtes présenté sur ce plateau comme un populiste. Un populiste qui considère, que en un seul débat en 95, il pourrait changer la donne du premier tour à la présidentielle. Et puis un populiste parce qu'il a un bouc émissaire, c'est Bruxelles. C'est la technocratie. Et écoutez bien cette séquence, elle est assez longue mais très intéressante parce que c'est exactement ce qui pouvait se passer, le climat médiatique. Et puis ce que vous disiez il y a 30 ans, aujourd'hui beaucoup le disent. Le rebelle, le marginal, c'est aussi quelqu'un qui est un prophète et qui croit que le verbe peut changer les choses. Le populiste, c'est aussi quelqu'un, et c'est intéressant d'avoir votre réaction là-dessus, qui cherche des boucs émissaires. Et souvent, on se pose la question, quand on entend l'attaque contre la technocratie, qu'elle soit d'ailleurs française ou bruxelloise, si ça a sa place effectivement dans le débat public, de chercher comme ça à essayer de mettre en avant des castes, des gens, des parties de ce pays
quelque part pour simplifier un peu le débat public. Je dis à Thierry Sausset qu'on peut regretter, lui comme moi, lui qui est un grand spécialiste de la communication, qu'il n'y ait pas de communication et que finalement nous en soyons réduits à des soliloques médiatiques successifs. C'est pas parce qu'il y aurait débat qu'on pourrait tout changer. Ah, mais justement, s'il y avait un débat, Jospin, Balladur, Chirac, Villiers, sur la question européenne, on y verrait plus clair. Vous avez parlé d'un bouc émissaire. La technocratie. Ah oui, d'accord. Écoutez, moi j'étais avec les pêcheurs bretons. Et ensuite les agriculteurs, les gens qui font des choux-fleurs et des artichauts. Et puis des gens qui se préoccupaient de notre sécurité. Alors ils me disaient ceci. En somme, si on vous comprend bien, quand il s'agira d'obtenir une loi, demain, si on continue la dérive, il faudra aller à Bruxelles. Voir les technocrates de Bruxelles dans un immeuble gris, 3e étage, appartement C. Si on veut protéger nos frontières, qui vont disparaître le 25 mars prochain, il faudra aller voir les informaticiens d'Europol et de Schengen. Mais moi, je n'accepte pas que nos pouvoirs, les pouvoirs des artisans, des commerçants, des professions libérales, des agriculteurs, des pêcheurs, nous échappent. Parce que je ne veux pas être, moi, en tant que responsable public, dans la position de quelqu'un qui dit à tous les gens qui manifestent « Portez plus haut vos banderoles, allez dans toutes ces capitales voir les technocrates, notre pouvoir à nous a échappé, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. » C'était en 95. Alors d'abord, je note l'arrogance de la personne... De qui ? De Philippe de Villiers en 95 ? Non, l'arrogance de la personne qui m'interroge, le populiste, etc. Et ensuite, je peux vous dire une chose, c'est que je me souviens, maintenant ça me revient, les gens étaient choqués, en fait, par moi. Allez, on n'imagine pas... C'est-à-dire, ils étaient choqués par vous ? Ils trouvaient que j'allais trop loin, quoi. Parce qu'à l'époque, l'Europe, c'était la rédemption. L'Europe, c'était une religion. C'était, en fait, l'Europe puissance, l'Europe, c'est la paix. Voilà. Et vous n'allez quand même pas, monsieur de Villiers, faire une forteresse. Voilà. Et donc, en fait, maintenant, en regardant ça, je me dis, je suis arrivé 30 ans trop tôt. Justement, c'est ça ma question. Moi, il se trouve que je connais Thierry Sausset et il fait partie des gens qui pensaient ça à l'époque, mais qui aujourd'hui pensent comme vous sur la question, sur la technocratie. Je pense qu'il ne faudrait pas beaucoup le pousser pour qu'il dise. Il faudrait qu'il le dise très fort, par contre. C'est-à-dire qu'en 95, il s'est complètement trompé. Ou qu'en 95, il prenait peut-être un peu de haut, monsieur Philippe de Villiers. Absolument. Mais en fait, mon histoire, c'est de raconter que lui, comme d'autres, Jacques Attali, on a parlé de Jacques Attali ici, qui dit que l'Europe est une passoire, etc. Ouais. À l'époque, vous combattez et aujourd'hui, ils sont sur la même ligne que vous. En tout cas, on est même constat. Ma question, c'est pourquoi, à votre avis, sachant que les opinions ont changé, que même les élites ont changé sur ces sujets-là, pourquoi il se passe toujours rien ? Ça fait des années qu'on prédit la fin de l'Europe, la mort politique de l'Europe. Vous, d'ailleurs, avez prédit il y a quelque temps la mort politique de l'Europe, et elle n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on attend ? Parce que nos élites et les médias qui les accompagnent, la société de connivence, continuent à vendre aux Français l'idée que la seule solution pour les préserver, c'est l'Europe. Et on est là dans le religieux, c'est-à-dire l'idéologie. L'idéologie qui l'emporte sur le réel. C'est-à-dire que là, on voit qu'on reçoit 500 000 personnes par an, et il y a des hommes politiques de plus en plus nombreux, par-delà leurs étiquettes, qui expliquent l'Europe est pour nous un handicap, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que on est dans l'idéologie. Et quand un peuple est dans l'idéologie, ça me rappelle ce que me disait Milan Kundera. Il a fallu quoi pour que ça bouge à l'Est? Il a fallu la chute du mur. C'est pas les gens qui ont évolué, c'est la chute du mur. Eh bien nous, il faudra la chute du mur de Maastricht. Philippe de Villiers, il nous reste encore 5 minutes et on a 3 thèmes à traiter. D'abord, puisque vous parliez des agriculteurs, des pêcheurs, du côté du Finistère, de la Bretagne, ils ont vécu 48 heures très compliquées, puisqu'il y a eu cette tempête qui est passée, la tempête Ciarán. Le bilan est lourd, il fait état de 2 morts et 47 blessés sur l'ensemble du territoire. La Bretagne a été touchée par des vents records, jusqu'à 207 km/h à la pointe du Raz.
Des centaines de milliers de foyers sont toujours privés d'électricité, principalement en Bretagne et en Normandie. Emmanuel Macron s'est rendu sur place. Il a salué la prévention et peut-être que là aussi vous allez la saluer. C'est-à-dire que très rapidement, tout a été mobilisé du côté des services de l'État pour protéger les populations. Mais la question que je voulais vous poser, c'est que peut faire l'homme quand la nature se déchaîne à ce point-là? Rien pendant. Quand il y a une colère du vent et un courroux de la mer, rien. Le vent et la mer sont plus forts que l'homme. C'est une leçon d'humilité devant la nature. En revanche, tout avant. Et là, par exemple, il faut reconnaître que les mesures de prévention, y compris ce qui a été ridiculisé, mais qui me paraît utile et très prudent de dire aux gens de rester chez eux, etc., les mesures de prévention, d'anticipation, avec des indications météo de plus en plus fines, ont permis d'éviter qu'il y ait plus de morts. Moi, j'ai vécu 2 grandes tempêtes, 2 grandes catastrophes. C'est l'Erika, où j'ai fait condamner l'État et Total avec l'entrée dans le droit français du préjudice écologique. Et ensuite, Xynthia, la cuvette mortifère en 2010, avec beaucoup de morts, tout simplement parce que les hommes du XXe siècle n'ont pas été raisonnables, qu'ils ont construit trop près de la mer. Et j'avais dit devant Nicolas Sarkozy, qui était venu sur place, là où la mer est venue, elle reviendra. Et donc, l'anticipation. Il faut essayer de comprendre qu'il y aura d'autres tempêtes. Moi, j'ai connu 87, 99, et celles-là, elles sont de la même nature. Voilà. Quand on est jeune, on est fasciné par la mer. Le zéphyr, le vent, et ce toit tranquille où dorment les colombes. Et j'étais tellement fasciné par la mer que j'avais un rêve, c'est de faire un jour une course autour du monde sans escale, qui s'appelle le Vendée Globe. Emmanuel Macron, à présent, qui en début de semaine s'est rendu à Villers-Cotterêts pour inaugurer la Cité internationale de la langue française. Et je sais à quel point vous aimez le verbe, Philippe de Villiers. Le chef de l'État a mis peut-être fin au débat sur l'écriture inclusive. On l'écoute et vous allez me dire ce que vous en pensez. Dans quelques mois, quand la nouvelle édition de l'Académie française sortira, ce sera un moment solennel et important. Car c'est un moment de reconnaissance dans notre langue de mots qui sont là, et c'est la continuation de la forge de notre nation. Et c'est pour cela aussi qu'il faut permettre à cette langue de vivre, de s'inspirer des autres, de voler des mots, y compris à l'autre bout du monde, et j'y reviendrai tout à l'heure, de continuer à inventer, mais d'en garder aussi les fondements, les socles de sa grammaire, la force de sa syntaxe, et de ne pas céder aux airs du temps. Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots, ou des tirets, ou des choses pour la rendre visible. Alors, Emmanuel Macron est l'homme qui défend aujourd'hui la langue française contre l'écriture inclusive, mais c'est aussi l'inventeur du celles et ceux. C'est-à-dire que la règle, le masculin l'emporte, le masculin fait le neutre. Il la comprend, enfin, il la découvre aujourd'hui puisqu'il a inventé cette expression. Ma question, elle est simple. 5 ans après qu'Édouard Philippe a lui-même interdit l'écriture inclusive, qui existe quand même malgré tout dans certains documents officiels, est-ce que vous avez confiance en lui pour faire barrage de son corps face aux assauts contre la langue? Non, alors, un bon point, Villers-Cotterêts, c'est bien. Sauver un monument historique. Il adore les symboles. Donner la villégiature à la langue française, c'est bien. Mais on est face à 3 assauts. Premier assaut, le Franglish. Il est quand même un spécialiste puisqu'il a été condamné. Il a eu le prix de la carpette anglaise. Bien sûr. Choose France. Si vous imaginez Louis XIV qui dirait pour les investissements français à Versailles, Colbert, choose France. Bon, voilà. Ensuite, il y a l'écriture inclusive, mais il parle, mais il fait rien. Ça continue à faire tache d'huile. Et enfin, la novlangue. Quand on entend le vivre ensemble, quand on entend faire nation, quand on entend la convivialité, c'est qu'il n'y a plus de convives. Quand on entend crédibilité, c'est qu'il n'y a plus de crédit. Et la collégialité des commissions, la collégialité, c'est la décision à laquelle on se rend de ne pas décider à plusieurs, ceux qu'on savait être incapable de décider tout seul. Tout ça, c'est des mots. Vous savez, Paul Valéry disait, les mots perdent leur sens quand ils prennent du volume. C'est terminé. Que c'est frustrant. Parce que je voulais qu'on parle d'un ambassadeur de la langue française, Fabrice Lucchini.
qui est actuellement au théâtre et qui se produit c'est La Fontaine et le confinement. Fabrice Lucchini qui a d'ailleurs, et j'ai pensé à vous cette semaine parce que c'est au théâtre du Châtelet, et il cite La Fontaine, il explique que La Fontaine était persona non grata chez Louis XIV à Versailles. Oui, parce qu'il était... Et donc là, j'ai pensé à vous l'écrivain, oui. le romancier sur Oui. Louis XIV. Donc expliquez-moi ce qui se passe avec le roi Soleil. Alors il était chez Fouquet. En 30 secondes. Hein. Le 17 août 1661, et Louis XIV ne le lui a pas pardonné. Il était avec Molière, il était avec Lebrun. Louis XIV a pardonné aux autres, mais pas à La Fontaine, qui ensuite a été battu froid, ce qui l'a pas empêché de faire une fable que je vous dédie. Le renard et les poulets d'Inde, c'est Mélenchon. C'est un renard qui tourne autour d'un chêne. Dans le chêne, il y a des poulets d'Inde. Ils sont hypnotisés par le renard. Le renard les mange les uns après les autres. Et la leçon est la suivante, monsieur Mélenchon, écoutez-moi. Le trop d'attention qu'on a pour le danger fait le plus souvent qu'on y tombe. C'est ça l'islamo-gauchisme. À tout à l'heure pour l'heure des Pro 2. Merci Philippe de Villiers, merci Geoffroy Lejeune.